It brings a tear into my eyes when I begin to realize. Samedi 3 juillet 2021, à l'invitation du Marathon des mots, la librairie Ombre Blanche accueillait deux jeunes auteurs de deux premiers romans, Thomas André pour L'Avantage aux éditions Tristram et Chen Haddad pour Tony tout court chez POL. I guess I'll drown in my own tears. I sit and cry. Alors, bonsoir, merci d'être là dans le à Ombre Blanche dans le cadre du Marathon des mots. Nous recevons aujourd'hui, là, maintenant, deux jeunes auteurs de deux premiers romans, publiés aux éditions Tristram pour Thomas André, qui a écrit donc L'Avantage, et chez POL pour Chen Haddad, qui a écrit Tony tout court. Alors, ce sont deux premiers romans, deux romans de formation, ou plus exactement, deux romans sur des épisodes de jeunesse, on peut dire ça. Pour alors un personnage à 16 ou 17 ans, on ne sait pas. L'autre à 20 ans, on sait. Et bizarrement, dans chacun de ces romans, intervient le sport sous un angle radicalement différent dans chacun des romans. Et je pense qu'on peut dire que les ressemblances s'arrêtent à peu près là. Je pense que vous êtes d'accord. Parce que donc autant Marius, votre personnage, lui, il semble évoluer dans une bulle un peu, et tandis que le personnage de Tony, elle semble souffrir presque souffrir d'un trop plein de sensations. Alors Thomas, votre roman commence par je n'arrivais pas à exister, et sans spoiler, puisque c'est complètement faux la dernière phrase, je n'avais rien à raconter. Donc on passe de je n'avais rien, j'avais du mal à exister, ce qui est finalement pas si dramatique que ça, puisque c'est le sens très particulier d'exister sur un cours de tennis, jusqu'à je n'avais rien à raconter. Ça fait un peu un roman un peu sur. On se demande sur quoi ça tient, et surtout sur quoi tient ce personnage de Marius, qui a l'air d'être quand même relativement étranger à lui-même. Ouais, alors je trouve qu'il est quand même attentif à ses sensations notamment, ou par exemple quand il est sur le cours, il est quand même très attentif à ce qui se passe. Je trouve qu'il est étranger à ses émotions, ça c'est clair qu'il les met hyper à distance. Et c'est sans doute ça, ouais, qui donne cet effet où il regarde le monde de très loin. Mais en tout cas, je me suis pas dit que j'allais travailler cette étrangeté-là. C'est ce qu'on me dit du roman, mais en tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai travaillé consciemment. Ouais. On vous dit de votre roman des choses qui vous surprennent. Moi, au début, ça me vexait. On disait. Ouais, ça vous vexait ? Ouais. Il est super passif, on comprend pas ce qu'il pense, on comprend rien. Mais après, je me suis dit, ok, alors autant faire une espèce de jeu et utiliser cette passivité comme une espèce de moteur, parce que c'est cette passivité-là qui le fait gagner sur le court. C'est son côté très distant qui le rend observateur et qui fait ses qualités de joueur, et donc qui permettent au roman de continuer. Donc après, je me suis amusé un peu de cette extrême indolence pour en faire une sorte d'énergie ou d'anti-énergie du livre, quoi. Ouais, c'est un personnage qui est surtout capable d'attendre. C'est ça qui est assez remarquable chez lui. Il est capable d'une grande attente, mais c'est pas que sur le cours de tennis, en fait. Il semble être attendre tout de la vie, ou attendre rien, ou avoir peu d'espoir. En fait, il est dans une espèce d'ouverture et une espèce d'indétermination qui est un peu bizarre quand même, quand je disais qu'il est dans une bulle, il vit un peu une espèce à ce moment-là, il vit une espèce de vie de rêve. Il est il est hébergé par des amis qui absolument visiblement n'ont aucun problème matériel, dans une villa luxueuse sur la Côte d'Azur. Et tout ce qu'il a à faire, c'est à jouer au tennis, quoi, grosso modo, et à entretenir des liens avec ses amis. Et tout lui arrive comme ça, et
comment réagit-il comment, où est-ce, enfin, je ne sais pas exactement comment le dire, mais ça, il y a presque un retard de réaction chez lui, non Ouais, alors c'est sûr qu'il fait que ça, attendre. Ouais, il me semble que sur le terrain, c'est pas mal parce que ça lui permet de prendre l'avantage sur ses adversaires. Par contre, dans la vie, c'est pas terrible parce que s'il aurait envie, mettons, d'une aventure amoureuse ou sentimentale, il provoque rien, donc il reste toujours il reste toujours en retrait comme ça. Mais moi, j'ai l'impression, moi, que c'est lié à l'adolescence, en fait, que c'est ouais, que c'est un âge comme ça où on est très vite replié sur nous-mêmes, où on a peur de montrer nos émotions, notamment. Et lui, il est totalement dans cette espèce de forteresse-là, pour moi. Avec le contraste que ça le serre sur le court, et puis par contre, avec ses amis ou avec les gens en général, il est effectivement un peu absent, et c'est dommage. En même temps, ça le protège et ça donne cette qualité à l'endroit où votre roman n'est pas l'endroit où on l'attendrait, puisque en fait, il me semble que Marius n'éprouve pas de frustration. C'est pas un roman sur la frustration, c'est plus un roman sur l'attente, l'étirement. Ça semble pas être une composante. Il est tranquille avec ça, je dirais. Ouais, ou en tout cas, il le dit pas, mais je sais pas, moi j'ai aussi le sentiment qu'il y a quand même une envie au cours du roman de faire exploser l'espèce de coquille ou de petite bulle dans laquelle il est. Et notamment dans la deuxième partie, il y a des passages où il accède à des émotions un peu plus fortes, à de la colère, et ça fait du bien quand même. Hein. Oui, ça lui fait du bien. Et Tony, elle, par contre, donc le personnage de Tony tout court, on l'apprend au réveil, et c'est pas une bonne journée qui commence pour elle. On va comprendre qu'il n'y a peut-être pas eu ces derniers temps beaucoup de bonnes journées. Et elle est, comme je disais en introduction, elle semble être victime d'un trop-plein de sensations, d'une espèce d'éclatement. Donc, chez vous, on a l'impression, en lisant votre roman, qu'il est presque plus question pour nous, le lecteur, et d'arriver un peu à reconstituer le puzzle de ces symptômes, quoi, parce il y a tout un tas de choses qui la traversent, des douleurs, des regrets, des souvenirs qui ne sont pas précisément datés, et on est un peu dans son flux, dans ce chaos qu'elle sent s'installer en elle. En fait, j'ai l'impression que, exactement à l'inverse de Marius, dans l'Avantage, Tony, elle n'arrive pas à prendre de distance. Elle n'arrive pas à mesurer ce que c'est d'être tout simplement sur le goudron et marcher. Elle reçoit tout comme si c'était une blessure vivante. C'était aussi un moyen de travailler l'écriture en tant que telle, ce que c'est le réel dans une écriture qui est très jeune, comme la mienne, qui est très novice, qui essaye en tout cas. Et c'était un moyen aussi de traverser ce qu'est un personnage en tant que tel, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est écrire un personnage. C'est comme si j'allais au commencement du commencement de l'être humain et que j'essayais de lui donner une vie. Il y a un roman qui s'appelle... comment il s'appelle ? C'est un roman de Justine Arnal. Là, j'ai perdu le nom, mais elle parle de la création d'un être vivant qui est en espèce de blob et qui devient. Et j'avais ce roman en tête quand j'ai écrit parce que j'avais l'impression que je rentrais en écriture comme Tony rentrait en fiction. Et cette espèce de blessure vivante, c'est comme si elle n'était que organique. Donc vous ne cherchez pas du tout à savoir ce qui est précédent au début du roman. Il n'y a pas d'avant dans le roman. Il n'y a pas d'avant. D'accord, c'est vraiment un personnage de pure fiction. C'est de la pure fiction. Évidemment que ça s'est inspiré un petit peu de moi, mais Tony est né au moment où j'ai écrit cette phrase du début. Et avant, je ne l'avais même pas en tête. Avant, je voulais écrire des tableaux très simples d'un stade, d'une ambiance, de lumière, de couleurs. Et puis, je suis arrivée devant mon ordinateur et cette phrase-là est sortie, cette première phrase, et ensuite, ça a suivi son cours. Parce que le fil rouge un des fils rouges de la journée qu'on va passer avec Tony, c'est que ce soir, il y a un match.
On peut le dire, c'est pas divulgaché, c'est pas du spoil. Ce soir, il y a un match. Elle va pas jouer. Elle est supportrice. Elle est dans cette grande attente de faire partie en tout cas, de faire partie de la foule des supporters. Je sais pas, mais de se retrouver à l'endroit où il y a la foule des supporters. C'est bien ça. C'est bien ça. Je crois même que le désir profond de Tony, c'est d'être un supporter comme tous les autres. Elle n'y arrive pas forcément. La question n'est pas très très claire dans le texte, mais la question, moi, qui me stimulait en écrivant, c'était est-ce que Tony, à la fin, sera un supporter comme un autre ? Et je dis bien un autre et pas une autre, parce qu'il y a aussi le désir de ressembler à ce qu'est un homme, plutôt qu'être une femme, tout simplement. Les femmes qui sont, si je me souviens bien, complètement absentes, ou presque complètement absentes des supportrices. Il y en a une qui est citée, je crois. Il y en a une à la tout fin, fait. mais voilà, enfin, je sais pas si je dévoile quoi que ce soit, mais effectivement, il y a une supportrice. Et c'est à cet endroit-là où elle trouve une sorte de liberté, il me semble. D'accord. Et vous parliez de fragments, de morceaux que vous auriez aimé agencer, mais qui finalement se sont... est-ce que c'est pour ça qu'il me semble entendre quelque chose de très musical dans votre approche de la phrase, même de la construction des paragraphes, des pages, des chapitres. Bon, c'est placé sous le signe de la musique, puisqu'elle se réveille en écoutant le morceau de Lou Reed, Sweet Jane, mais il me semble qu'il y a vraiment quelque chose qui vous a traversé. Alors, est-ce que vous écoutez beaucoup de musique ? Parce qu'il y a comme des refrains, il y a comme un travail presque de pop song. Quoi. Oui, j'écris dans un total silence. Si j'ai pas de silence, je peux pas écrire. Si je suis pas chez moi, je peux pas écrire. Mais la musique m'accompagne. Enfin, je vois pas comment on pourrait en faire abstraction aujourd'hui avec le rap, en fait. C'est une forme poétique et j'en écoute pas du tout. Mais j'ai quand même l'impression que ce type de musique m'a traversée. Et ce silence-là me permet de trouver une musicalité. Si j'écoutais de la musique, je serais nécessairement attirée par le rythme que propose une musique, comme quand, par exemple, on court et qu'on écoute de la musique, on a tendance à respirer sur le rythme de ce qu'on entend. Là, ça aurait le même impact et ce silence-là me permet effectivement d'atteindre quelque chose de mélodieux. Et c'est vrai que je cherche un rythme, un son, quelque chose qui... Je veux pas forcément travailler les allitérations, et voilà, mais c'est pas forcément très clair dans ma tête, mais en tout cas, il y a la volonté d'une mélodie interne. Parce que j'ai aussi l'impression que c'est ce qui fait de la littérature, une mélodie qui est celle d'un seul auteur, qu'on peut pas reproduire. Mais vous citez explicitement les paroles de Lou Reed. Vous êtes allé les chercher ou vous les aviez en tête? C'est un détail. Mais c'est pas tant en détail que ça. Elle tombe super juste. C'est pas tant en détail que ça. Donc c'est Sweet Jane, mais la reprise des Cowboys Junkies qui est chantée par une femme. En fait, c'est une musique que j'écoute depuis que je suis petite. Et la musique que j'écoute aujourd'hui, c'est la musique que j'ai toujours écoutée, plus jeune. J'arrive pas à me renouveler. Et c'est de la musique d'un autre temps. C'est beaucoup de rock. Et effectivement, Sweet Jane, elle est restée, je pense aussi parce que Jane, c'est proche de mon prénom, Shan, et qu'on m'a beaucoup appelée Shane, et que du coup, j'ai fait un mélange. Enfin, c'est inconscient tout ça, je vous dis tout ça comme ça sort tout seul. Mais oui, c'est possible que ça soit resté en moi. J'y connais pas énormément au tennis. Le tennis irrigue beaucoup le livre quand même. Et pour moi, par contre, quand j'étais jeune, je regardais les matchs de tennis, ce que j'ai arrêté de faire. Mais il me semble qu'il y a dans ce sport une dramaturgie qui est vraiment très, très, très particulière. Alors, vous décrivez très bien dans le roman comment à chaque fois qu'il affronte un adversaire, je pense que vous dites qu'il est question de le travailler. Enfin, Marius dit qu'il doit le travailler, qu'il regrette de ne pas l'avoir travaillé, qu'il le travaille bien, etc. Il est toujours là. Et il y a quelque chose d'un peu inexorable dans le tennis, souvent. En tout cas, il y a de présence, c'est une tension qui monte, qui s'installe, je pense que Marius est peut-être plus un joueur de fond de cours. Arrêtez-moi si je dis une bêtise. Et il y a plein de choses de cette dramaturgie qui, pour moi, est un peu opaque du tennis, avec donc la tension, mais aussi des phases de résolution très brusques, ou au contraire des coups de génie, des choses comme ça qui se retrouvent dans votre roman. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Est-ce que vous avez vous-même, vous pratiquez le tennis un peu? Vous êtes un... Oui, mais pas très bien en l'occurrence. Mais bah oui, en fait, chaque match, de toute façon, c'est comme une petite histoire et c'est pas très important de pas bien connaître le tennis ou n'importe quel autre sport parce que finalement, il y a quand même, c'est évident qu'il y a des émotions, c'est évident qu'on comprend ce que ressentent les joueurs, on comprend les moments forts, on comprend les moments d'accalmie. Et, et clairement, le tennis permettait de faire ça dans le roman. Après, il y avait aussi l'écueil du fait que c'est très répétitif aussi, le tennis. Peut-être aussi pour ça, c'est un peu chiant parfois, parce que c'est toujours pareil. Je veux dire, il y a un point, et puis ensuite, c'est un jeu, un set, puis ça recommence. On est pris un peu dans cette spirale-là. Donc ouais, pour moi, c'était à la fois très agréable de pouvoir raconter il y a, mettons, 7 matchs dans le livre, et c'est 7 mini-histoires qui différentes les unes des autres, avec peut-être une morale différente ou des rebondissements différents. Et de l'autre côté, il faut faire attention ouais, que ce soit pas toujours pareil, que ça en devienne pas ennuyeux, quoi. Donc vous êtes un peu inspiré de la plastique de match de tennis pour composer le roman, ou vous l'avez écrit d'un seul coup comme une partie qui se déroule, ou au contraire vous avez travaillé sur des petits bouts par petits bouts, avec pas forcément dans l'ordre Non, j'ai fait un premier jet assez rapidement où les matchs étaient déjà là. Après, il y en a un ou deux qui ont sauté, qui ont été remplacés. Mais très vite, j'avais cette idée-là de faire une partie de tennis, puis un passage hors cours, puis une partie de tennis pour rythmer le roman, puis aussi pour m'obliger à finir. Il fallait que j'aille jusqu'à la finale. Et il n'était pas question d'arrêter avant, du coup. Et c'était une manière juste d'écrire jusqu'au bout. C'est surtout là-dedans que je me suis servi du tennis. Après, je sais pas, moi je me suis raconté beaucoup de matchs de tennis dans ma tête ou dans mon garage, donc c'était pas très compliqué pour moi d'en imaginer. Ça vient des matchs de tennis, ouais. Ok. Et il y a une question que j'ai envie de vous poser, la même à tous les deux, c'est parce que vous avez tous les deux des personnages qui sont très forts et pas forcément très lisibles. Pas dans le sens où vous avez échoué à les rendre lisibles, mais c'est des personnages qu'on a l'impression qu'on ne comprendrait pas forcément très facilement si on les rencontrait dans la vie. Je voulais savoir si, en plus vous êtes des primo-novellistes, je crois que c'est comme ça qu'on dit, est-ce que vos personnages vous ont été récalcitrants? Est-ce qu'ils vous en ont fait voir? Est-ce qu'ils ont été durs à écrire, à animer? Puisque au résultat, non, clairement. En tout cas, pour moi qui l'ai lu, je peux vous dire que non. Mais est-ce que est-ce que ça a été compliqué de les faire revivre? Alors vous êtes parti de zéro, c'est un golem. Donc, moi, ça a été terrible. Vraiment, ce personnage m'a posé beaucoup de problèmes. Elle a traversé 1001 facettes, 1001 couleurs. J'arrivais pas à la voir, à la voir en possession et la voir devant moi. Elle prenait la forme d'un ancien personnage, d'une ancienne fiction que j'avais écrit. Enfin, tout se mélangeait. Et il y a beaucoup de personnages féminins que j'avais en tête, de romans que j'avais lus, que j'aimais beaucoup et que j'essayais de copier. Alors, terrible idée. Et au bout d'un moment, elle a trouvé sa voix, elle a trouvé sa couleur. Pour moi, je dis pas forcément pour les lecteurs, mais en tout cas pour moi, à un moment donné, elle a coulé. Et je pense que ça sent en fait dans le texte, parce que le début, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire, et puis au bout d'un moment, c'est parti. Et j'ai commencé vraiment à rencontrer ce personnage à la fin du texte. ok. Et vous, Thomas? Non, je dirais que c'était pas ça le problème, parce que sa voix, ou en tout cas cette façon d'écrire, c'est le premier truc que j'ai eu. Et je pense qu'en l'occurrence, j'aurais du mal à m'en départir, parce que c'est des choses c'est un style que j'ai pas inventé vraiment, je me le suis adapté, mais c'est des choses que j'ai lues ado, un peu Hemingway, ou en tout cas des auteurs américains qui écrivent d'une façon que je pense avoir à la fois imité et détourné, mais quand même imité. Donc, ce style, il me vient
très facilement. Et avant, j'imaginais pas d'autres manières d'écrire. Et maintenant que je me rends compte qu'il y en a 10 000 autres, je suis un peu embêté, mais c'était, je me suis pas posé la question du style. C'était comme ça, c'est tout. Et est-ce que c'est idiot de parler du meursault de Camus dans L'étranger ou pas? Parce qu'il y a le côté, il y a le soleil excessivement présent, il y a cette espèce de distance à soi-même. Il y en a... J'y pensais pas consciemment, mais en fait oui, parce que c'est un livre que j'ai lu ado à l'âge de Marius et qui m'a beaucoup frappé pour un peu des questions dont on parlait au début, c'est-à-dire que je l'avais lu pour le lycée et puis tout le monde disait que c'était incompréhensible, comment il agissait, et moi j'avais vraiment l'impression qu'il agissait de façon parfaitement intelligible. Donc, je pense qu'il y a une vraie réminiscence de ça, quoi. Et une autre chose aussi, c'est que, alors, encore une fois, je ne suis pas joueur de tennis, mais je suis même un très mauvais spectateur de tennis déjà, mais il me semble, arrêtez-moi si je dis une bêtise, que Marius a dû... il n'est pas très bon pour s'évaluer. Il me semble qu'il n'arrête pas de dire qu'il est mauvais, qu'il s'en sort pas, que c'est nul, que c'est qu'il va se laisser battre et puis comme ça on n'en parle plus. Et en fait, alors c'est vous qui l'avez dit, moi je l'aurais pas fait, mais il va gagner tous ses matchs petit à petit, quoi, sauf donc. Et il y a cette espèce de mépris qu'il a pour le, enfin, pas exactement du mépris, mais enfin, vous voyez, il est pas très pertinent sur lui-même, voilà. Même comme joueur de tennis, à l'endroit où on l'attend le plus, à 16 ans, c'est normal qu'on ne soit pas complètement déterminé par rapport aux autres, mais sur ses capacités de joueur de tennis, il n'a pas l'air d'être si pertinent que ça. Non, je crois que c'est vraiment une feinte. Je pense qu'il sait parfaitement ses qualités, mais qu'il ne le dira pas parce qu'il a compris qu'il valait mieux le laisser dans l'ombre ce qu'il savait faire. Je pense que son avantage consiste justement aussi dans ce personnage de type qui va arriver complètement à la masse, qui va avoir l'air d'être mauvais. Mais non, je dirais que un peu comme moi, j'étais très sûr qu'il faille écrire comme ça parce que pour moi, il n'y avait pas d'autre façon d'écrire. Lui, il est, je pense, extrêmement sûr de la façon dont il doit jouer pour gagner. Après, il le dit pas justement parce qu'à partir du moment où on dit je suis bon, je vais gagner, et ça rajoute une pression supplémentaire et on se ridiculise si on gagne pas. Et du coup, il nous gruge, nous, le lecteur. Puisqu'il n'arrête pas, même à nous, qu'il fasse croire à son adversaire qu'il n'est pas si bon que ça, qu'il va se ramasser, qu'il en a marre, tout, c'est une chose. Mais il nous le dit à nous, c'est à nous qu'il le raconte. Il nous trompe. Donc, en fait, l'art du roman, votre art du roman, c'est de nous tromper, c'est de nous raconter des bêtises, quoi. J'aime bien quand les enjeux sont cachés. Et regardez, par exemple, il dit pas du tout qu'il est attiré par Alice, alors que quand même ça se voit un petit peu. Ou il va, par exemple, avant qu'il joue contre Cédric, il prévient pas le lecteur, alors que j'imagine qu'un narrateur un peu plus honnête l'aurait prévenu pour donner un peu sens aux scènes qui se déroulent avant. Et donc non, je pense qu'il est assez pervers sur ce genre de truc. Ouais. Il est carrément pervers. Un peu. Un peu pervers. Et vous, est-ce que vous diriez que Tony est perverse? Elle semble pas. Elle est vraiment au ras de ses sensations. Elle est dotée vous l'avez dotée d'un discours intérieur très très fort, d'un flux intérieur très très fort. Et c'est même assez surprenant de voir à quel point vous pouvez décrire d'une manière très intense ce qu'elle vit. Et sauter quasiment dans la même phrase, vous avez également un sens du décor qui est formidable. Vous arrivez à tracer une rue, un parc, un bout de parc, un tunnel en 3 phrases, et c'est extrêmement présent. Il y a un auteur qui s'appelle Denis Belloc, qui m'a beaucoup aidé dans la description des décors. Et justement, la non-description, en fait, parce que c'est un auteur qui, en 2 phrases, a tout dit d'un texte, de son texte, de son histoire. Et il m'a appris ce que c'était le dépouillement sans créer une écriture blanche. Voilà, que j'ai trouvé très intéressant et que je partage là, parce que je pense que c'est un auteur que beaucoup de gens doivent lire. Et
Je me demandais quelle était la place de la description dans un roman contemporain. Je me suis demandé si c'était ça qui faisait l'intensité d'un texte ou pas, la description d'un décor. Voilà. Et vous m'aviez demandé si elle était perverse, Tony, juste avant, non ? J'ai plutôt l'impression que c'est la narratrice, en l'occurrence, moi, qui est perverse avec mon propre personnage. Et Tony, beaucoup de gens m'ont dit qu'elle était schizophrène. Voilà. Elle est bizarre. Vous vous sentez atteinte du sadisme de l'auteur qui fait arriver les pires emmerdes à son personnage ? Mais franchement, je crois pas qu'il y ait de romancier qui ne le soit pas. Parce que c'est aussi un jeu d'écrire. C'est très dur de le sentir et de le percevoir, mais au bout d'un moment, je sais pas ce que t'en penses, Thomas, mais moi je trouve qu'il y a quelque chose de jubilant, et s'il y avait pas ça, ça serait vraiment déjà c'est une épreuve, et s'il y avait pas ça, ça serait d'autant plus épuisant. Vous avez fait volontairement du mal à Marius ? Vous l'avez jeté dans les ronces ? Non, j'étais trop en empathie avec lui, le pauvre, pour lui faire trop de mal. Mais effectivement, je me rends compte qu'il y a des 1000 endroits où on pourrait aller pour jouer énormément avec les personnages et qu'il n'y a aucune limite à ça. Moi, je m'étais quand même fixé des limites très très claires qui sont celles du terrain de tennis et je ne suis pas vraiment allé explorer ce que j'aurais pu lui faire subir. Il lui arrive pas grand-chose de terrible. Hein. Ça va ? Non. Ouais. Une cuite ou deux. Ouais, mais ça, oui, ça, il faut bien. Et en fait, vos romans à tous les deux, finalement, se passent... c'est pas très original ce que je vais dire, mais vos romans se passent à la rencontre de votre personnage avec ceux qui l'entourent. Alors, Tony, elle n'arrête pas de se cogner dans le décor, dans ces rues que vous décrivez, dans tout ça. Et vous, à l'endroit où le roman se passe à l'endroit où devrait se situer la rencontre de Marius avec les gens, avec les femmes, avec les étrangers. Il se fait adopter sans le vouloir, il en joue. Donc c'est quelque chose qui vous a travaillé, cette histoire de votre personnage par rapport au reste des personnages, pardon. Ouais. Lui tout seul contre le monde, voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est pour ça que j'aime bien le mot adversaire qui revient, parce que comme il a un rapport très belliqueux au monde, finalement, il transforme tout le monde en adversaire. Sur le court, ça va, et hors du court, ça marche moins bien. Et effectivement, il y a un truc où il y a l'air des gens qui ont l'air de bien l'aimer, la juge arbitre du tournoi ou un spectateur qui a l'air de se prendre d'affection pour lui. Mais il s'en méfie énormément de ça. Mais c'est pas pour ça il s'en méfie. Et j'espère pour lui qu'il va arriver à sortir de ça, mais ça se passe pas totalement dans le roman, ça c'est sûr. Il y a peut-être chez lui un refus d'assumer ses sensations. Vous disiez du jeu érotique qu'il y avait. Alors Alice, c'est son hôte, c'est la sœur de son ami. Ouais. Oui. Ouais. On a quand même l'impression qu'il refuse complètement de se prêter au jeu avec elle. Et donc je me demande s'il n'y a pas chez lui un refus de la sensualité d'une manière un peu globale, même si finalement on s'apercevra que non. Mais il est quand même très en décalage avec ses sensations. Alors moi je le trouve vraiment attentif à ses sensations, au contraire, c'est-à-dire que sur un cours de tennis, il est capable de remarquer un insecte, ou il est capable de se focaliser sur la texture de la terre battue, ou sur je sais pas, un nuage qui passe. Et donc je le sens au contraire très focalisé sur ses sensations, et j'ai l'impression que ce dont il a peur, c'est de ses émotions plutôt. Et oui. Effectivement, il fait pas ce pas en avant vers l'autre, il reste constamment dans l'ambiguïté. Ouais. Et ça crée une espèce de tension narrative, puisque on voudrait bien qu'il se passe quelque chose, et puis il se passe jamais rien. De tout ce que vous avez emprunté au tennis pour écrire ce roman, pourquoi c'est le mot avantage qui donne le titre ? Ben justement pour ces questions-là, que ce rapport au monde passif ou indolent ou nonchalant, c'est un grand avantage sur le court, parce qu'on dit tout le temps qu'un sportif ne doit pas se laisser parasiter par ses émotions, qu'il doit se fermer à ses émotions.
Mais cet avantage sur le cours, ouais, il me semble qu'il le paye dans la vie tous les jours par un espèce de non-être au monde, quoi. Donc, ouais, pour moi, il y a ce double jeu d'avantages, désavantages, quoi. J'ai l'impression, Shan, que vous avez volontairement refusé d'expliquer certaines choses. Vous avez laissé vraiment de très gros pans d'ombre dans les déterminations de votre personnage, de Tony, des choses qui restent pas uniquement des déterminations. Je pense qu'il y a un bleu dont l'origine est inexpliquée, il me semble. Si. Bleu. Un bleu, elle a un bleu sur le bras. Ah, vous dites pas la même chose. Là, je sais plus. D'accord. Mais pourquoi finalement bon, je suis à peu près sûr qu'il y a beaucoup de trous dans ce qu'on suppose chez Tony et qui ne sera jamais expliqué. Et pourquoi ce blanc qui reste, ce blanc et ce bleu? Alors ça, c'est une très bonne question. Je veux pas tout expliquer. Je peux pas en fait, parce que en fait, je pense que il faut prendre en compte que c'est un premier texte et qu'il y a une tentative, il y a un essai de créer quelque chose. Et j'ai laissé dans le texte, je sais pas si c'est vrai ce que je veux dire, mais je crois que j'ai laissé dans le texte aussi des trous qui représentaient mes incapacités à répondre à des questions que je me posais sur ce que c'était la littérature, sur ce que c'était ce personnage, sur ce que c'était une fiction. Et je voulais surtout ne pas définir le personnage, c'est-à-dire le cadrer, l'encadrer, l'enfermer. Parce que les plus beaux personnages que j'ai en tête, c'est ceux que je ne comprends pas complètement. Et ça vient de tout un héritage aussi littéraire, culturel. Et il y a autre chose qui est en fait très important, c'est que ce personnage principal, c'est une femme. Et que j'ai lu peu de personnages principaux étant femmes dans ma jeunesse. En fait, à l'école. Et elle n'est pas finie. Tony n'est pas finie. Et je crois que ça dit quelque chose aussi de tout ce que je n'ai pas appris à l'école autour de la féminité, de la femme, de la littérature de la littérature passée qui, en fait, nous habite toujours autant. Vous êtes... non, mais je prends. Vous êtes tous les deux vous avez tous les deux donc encore une fois des primo-novellistes, mais la caractéristique qui n'aurait pas pu arriver il y a ne serait-ce que quelques années, c'est que tous les deux, vous êtes des écrivains qui avaient appris à écrire dans le cadre de diplômes d'écriture narrative, d'écriture de création littéraire. Comment vous le vivez? Est-ce que vous avez conscience de cet écart que ça peut causer avec les écrivains d'autres générations qui ne sont pas quelque chose d'assez nouveau dans l'édition française, d'avoir autant vous deux par exemple, d'avoir ne serait-ce que sur le même plateau, le même jour, deux personnes qui sont passées par des alors vous nous direz lesquelles, par des formations en écriture narrative. Comment vous le sentez comment vous le sentez? Thomas. C'est génial. C'est des super masters. Enfin, en tout cas, moi, j'étais au master de création littéraire du Havre, qui était couplé avec une école d'art. Ce qui est aussi, c'est assez différent des autres masters parce que du coup, on a une formation, on a une approche esthétique et spatiale du texte. Parce qu'on a des gens avec nous qui travaillent sur vraiment le livre-objet. Donc ça, c'était déjà très instructif. Et c'est intéressant parce que je le répète toujours que ce n'est pas un formatage. Voilà, c'est l'élément le plus important de ces masters, en tout cas de celui du Havre. On nous demande pas de suivre une piste prédéfinie avec des règles, des codes. On n'a aucun fascicule, on n'a aucun polycopier. Le travail sur ces 2 ans, ça a été un travail de s'écouter. Apprendre à s'écouter, apprendre à trouver son rythme, apprendre à trouver son espace. Moi, j'ai découvert dans ce master-là que j'avais besoin de silence pour écrire. Je savais pas avant. Et mon écriture a changé à partir du moment où je suis passée des cafés à mon appartement. C'est très prosaïque, mais c'est vrai.
Et les gens qui m'ont accompagnée, c'était des écrivains qui m'ont juste témoigné de ce que c'était d'écrire, de la difficulté, de la jubilation, de la peur, de la crainte, des recherches. On nous a appris à nous poser des questions et pas à y répondre. Voilà. Et je trouve que c'est un moyen c'est un espace où on nous donne du temps. Et c'est compliqué aujourd'hui de trouver un espace qui nous donne du temps, de donner de la valeur au temps. Thomas? Ouais, moi je me sens aussi un peu héritier de ces trucs où un écrivain ça écrit dans sa chambre de bonne tout seul et c'est tout. Donc j'y allais un peu avec réticence aussi, mais je dois bien avouer que le truc que ça renvoie, que ça va être un formatage, qu'on va nous apprendre à écrire d'une façon très cadrée, cours de comment ficeler un scénario, comment créer un personnage qui tient la route. Ça n'existe pas là-dedans. Et moi, ce que je peux dire, c'est que ce que ça m'a apporté, c'est vraiment un cadre pour écrire. Enfin, je veux dire, en fait, tout bêtement, dans 3 semaines, tu dois rendre un texte, il y aura 10 personnes qui le liseront, donc maintenant, tu vas l'écrire. Alors qu'avant, t'es plutôt dans un truc où, bon, ben, un jour, t'écriras un roman, mais ça vient pas. Là, il faut le faire. Et puis, le contrat, c'est un peu au bout de 2 ans, bah, tu te seras peut-être un peu fait violence, mais tu auras un manuscrit et tu te seras confronté à ce que tu es capable de faire. Et tu n'auras pas seulement juste rêvassé à ce que tu ferais si tu le faisais. Et donc. C'est très donc, Marius, voilà. ce que vous dites. Ça ressemble beaucoup à ce que pourrait dire Marius. Un peu. Ouais, Marius ouais. avec 3 ou 4 ans de plus. Au fait, pourquoi Marius alors, je ne sais pas si c'est vous, votre éditeur, qui a mis en avant le fait que Marius avait 16 ans ou peut-être 17 ans. Pourquoi 16 ou 17, on ne sait pas. Bah, dans le livre, quelqu'un lui demande son âge en disant t'as quel âge, 16 ou 17 ans, et il répond ouais, à peu près. Donc il dit pas. Hein. Qu'est-ce qui vous a... Après, on arrête avec ça, mais quel a été le déclic pour se dire oui, je vais aller dans une formation d'écriture? Moi, vraiment, je me disais, bon, t'as 25 ans, Voilà. il faut t'y mettre maintenant, donc ouais, vas-y, quoi. Mais vous y êtes allé à reculons, vous disiez. Oui, et ceci Alors... étant dit, je trouve ça vraiment très bien de bousculer l'imaginaire de l'écriture. Je trouve ça toujours drôle quand des gens ont l'air de trouver ça vraiment indécent d'avoir fait ça, voire d'avoir triché, quoi, un peu, ou de... Et en tout cas, moi, ça m'a fait du bien aussi parce que ça m'a fait découvrir d'autres manières d'écrire, d'autres livres que j'aurais pas lus. Donc, de fait, ça m'a enrichi énormément, mais ouais, j'y suis allé à reculons au début, c'est sûr. Et justement, qu'est-ce qui vous a poussé à y aller à reculons? Enfin, même si vous sentiez que ça allait être à reculons. En vrai, bah, c'est ma copine de l'époque qui m'a inscrit. Désolé. Ok, excusez-moi. Shan, qu'est-ce qui a provoqué le déclic de dire tiens, je vais aller là, je vais faire ça? Moi, c'était le chemin que je cherchais. Toutes mes études ont été tournées vers la littérature, le théâtre, et j'attendais que une formation comme celle-ci apparaisse devant moi, et puis elle a fini par apparaître parce que j'en avais jamais entendu parler avant. Je voulais partir au Canada, en Amérique, en Suisse, en Angleterre pour faire des études d'écriture, mais je voulais pas écrire en anglais. Et puis à un moment donné, j'ai trouvé ça sur internet et j'ai postulé. Et voilà. Enfin, la première année, ça a pas marché parce que j'avais postulé à Paris 8. Et heureusement, parce que j'arrivais avec un texte vraiment très enfantin. Et puis la deuxième année, j'ai repostulé et je suis partie au Havre. Et c'est des petites coïncidences comme ça qui font que ça fonctionne. Mais je cherchais ça depuis très longtemps. Ok. Et alors, une question, mais vraiment, vraiment comme ça, dans le vide, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes lecteur de romans de formation, ce qu'on appelle traditionnellement des romans de formation? Parce que par certains côtés, vos textes ressortent un peu de ça. Et qu'est-ce que ça pourrait être le roman de formation maintenant au XXIe siècle? C'est quoi qui peut être un roman de formation? Qu'est-ce qu'elles pourraient être ses caractéristiques? Est-ce que vous êtes lecteur de romans de formation ou pas? Est-ce que c'est des... Oui, mais à vrai dire, j'ai du mal à imaginer un roman qui soit pas de formation quand j'y réfléchis.
Je veux dire, enfin, un roman, ça reste quand même le principe de faire évoluer un personnage, et c'est rare qu'il soit resté complètement le même, complètement aussi buté ou aussi comme il l'était avant. Donc, j'ai vraiment du mal à penser à un roman qui soit pas de formation. Et la deuxième partie de la question, c'est Je trop pensais à un dur. roman de formation dans le sens où la formation des adolescents, des jeunes adultes. Ah oui, oui, c'est vrai que L'Attrape-cœur, par exemple, donc de Salinger, c'est un roman que j'ai énormément aimé. Et j'aime bien les personnages d'adolescents. Après, j'ai aussi l'impression qu'il y a un truc où les auteurs qui ont des personnages d'adolescents, ils parlent quand même d'eux, et sans doute parce qu'ils sont de toute façon restés des adolescents, mais c'est rarement de l'adolescence à distance, quoi. Ils restent quand même adultes, un peu à l'intérieur de cet ado, je dirais. Merci. Moi, je lis aussi beaucoup de textes avec de la jeunesse qui s'essaye à la vie et au réel. Je suis complètement d'accord avec Thomas. Je vois pas comment en fait ça pourrait être le contraire, même si c'est sur des. Enfin, je pense un classique de chez classique de chez Balzac. Il y a toujours une trajectoire de A à B pour un personnage qui entre quelque part et qui se forme en fonction de ce qui lui arrive à l'extérieur et à l'intérieur. Et j'ai l'impression que le roman, de manière générale, propose un personnage qu'il essaye non pas de définir, mais de questionner, pas forcément d'améliorer, mais de préciser. Et pour moi, ça, c'est de la formation, si le mot est le bon. Et alors, un roman de formation contemporain, je pense que la question se pose pas dans le sujet, elle se pose dans l'écriture. Et que c'est une écriture qui définira un texte, enfin la contemporanéité d'un texte, ou en tout cas la modernité, ou le questionnement fondamental, ce sera l'écriture. Et je trouve que dans l'avantage, justement, il y a une espèce de cynisme qui n'est pas du tout enfin je le dis pas péjorativement du tout, qui je trouve colle avec notre époque et notre jeunesse. Un détachement global qui est presque de mauvaise foi, parce que ce détachement est plaisant à vivre, parce que ça nous empêche de sombrer dans dans la peur, dans la crainte de ce que c'est d'être. Et je trouve que Marius a quelque chose de contemporain, en tout cas. Tony aussi, Oui, non mais enfin, oui. même si elle écoute des vieux morceaux. Bon, merci beaucoup. Je vais vous laisser la parole, prêter mon micro, le temps, si vous voulez, poser des questions à nos deux auteurs. Oui. Alors, c'est aussi parce qu'on est un peu enregistré. Et que Pardon, excusez-moi. Bon, j'ai un peu la réponse pour Jeanne, parce que je suis bénévole au prix du jeune écrivain, donc j'ai vu que vous avez été parmi les lauréates du prix 2020. Mais je pose la question évidemment à tous les deux. Votre projet, quand même, c'était quand même d'écrire, finalement, ou pas? En rentrant dans cette formation, vous voulez dire? Ah bah oui, clairement. Oui, Voilà. moi j'avais très envie, mais je le faisais pas. D'accord, ok. Oui, parce que je me souviens d'un lauréat du prix du jeune écrivain, je ne sais plus quelle année, et quand un élève lui a posé la question en disant « Bon, bah, maintenant vous allez continuer à écrire », et il avait dit « Surtout pas ». Donc... Non, moi je continuerai à écrire malgré tout ce que ça fait, enfin malgré la douleur que ça peut apporter aussi, mais je n'ai jamais quitté cette idée. J'ai grandi avec et je vais pas m'en défaire. Qui a envie de poser une question? Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question? C'est sur le choix de la Côte d'Azur. Vous avez choisi la Côte d'Azur comme cadre, quelles sont les raisons? Bah, il y a des réminiscences littéraires de Hemingway ou de Fitzgerald, sans doute. Et il y a le fait que, comme j'y allais moi-même enfant, il y a plein de sensations qui me reviennent très vite. Donc les deux se mélangent, c'était assez évident que ce serait sur la Côte d'Azur. Ouais.
Quelqu'un veut le micro? Oui. Bonjour. Alors nous, on est un peu là par hasard. Vous avez dû peut-être remarquer au début qu'on était un peu en décalage, mais je suis agréablement surprise par vous deux. Je voulais juste poser une question par rapport à l'écriture. Je trouve que c'est très juste ce que vous avez dit par rapport au fait qu'inventer des personnages et des thèmes, c'est assez difficile, mais peut-être du côté de l'écriture, il y a quelque chose à rechercher. Donc comment vous définiriez tous les deux un petit peu, moi je n'ai pas lu vos romans, hein, je découvre, mais je vais le faire. Comment vous définiriez votre écriture? Simplement, mais pour qu'on ait un avant-goût, pour que ça me donne envie de les lire. Mon écriture, elle est... Thomas, tu veux... Je peux répondre avant. Je pense qu'il y a serré. C'est une écriture serrée qui pose question pour les gens. Et alors, je ne sais pas si je vais le vendre comme ça, mais beaucoup de gens, beaucoup d'amis m'ont dit qu'ils l'ont d'abord lu, ils n'ont pas trop compris, ils l'ont relu, ils ont adoré. Voilà. C'est une drôle d'écriture. Voilà, c'est la meilleure définition. Ou zoomer aussi un peu, on a l'impression que c'est toujours tellement zoomé que c'est ça qui fait qu'on comprend pas toujours du premier coup. Et moi j'ai vraiment l'impression que c'est une écriture un peu behavioriste, comme ça c'est beaucoup pratiqué et comme sans doute c'est assez limité, mais ouais, juste de décrire objectivement ce qui se passe, on est à la surface des choses en essayant malgré tout de faire passer ce qui se passe aussi en dessous, les émotions, les enjeux de rivalité ou autres entre les personnages, tout en restant très lisse à la surface. Ok, ben, je vous remercie vous d'abord. Merci beaucoup. It brings a tear into my eyes when I begin. Vous avez pu écouter à l'instant Chêne Haddad et Thomas André, auteurs respectivement de Tony Toucourt aux éditions POL et de L'Avantage chez Tristram, à la librairie Ombre Blanche, samedi 3 juillet 2021, lors du Marathon des mots, rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio. Yeah.